Donc, je vais me présenter à vous, vous présenter très rapidement Iéna. Pourquoi aujourd'hui on vous présente cette thématique qui est assez innovante, puisque là aujourd'hui on ne va pas parler de bilan de carbone ni de CSRD, hein, ce que tout le monde fait aujourd'hui. Nous, on va parler de performance et de performance à la fois environnementale, mais aussi financière. Et on va faire le lien, la convergence entre ces deux enjeux très forts aujourd'hui que rencontre la fonction RSE. Donc, avec des objectifs élevés d'efficacité à la fois en termes d'environnement, mais aussi en termes d'investissement en euros. Donc, c'est ça vraiment la thématique de notre échange aujourd'hui. Donc, je vais présenter deux, trois slides sur ce qu'on a fait, pourquoi on est légitime pour le faire. Et puis derrière, je vous ferai une démo de solutions déjà prêtes qui sont des propositions pour vous aider à capter de vos solutions existantes, hein. L'idée, c'est pas de remettre en cause ce que vous avez déjà fait. Vous êtes sûrement déjà équipé. Par contre, là, c'est vraiment de plugger une vraie calculatrice très puissante pour projeter vos simulations, vos investissements, votre efficacité, je dirais, l'efficacité de vos plans d'action, tout en gardant donc cette notion de maîtrise des coûts versus gain en tonnes CO2. C'est vraiment l'objectif de cette présentation, de vous proposer une solution qui va se plugger à votre système d'information et qui vous a apporté vraiment cette brique de planification, de simulation en gérant de la très grosse volumétrie. C'est vraiment ça l'idée. Donc, pour ma part, donc moi, je suis Dorian Blanchard, je suis associé en charge du développement au sein du cabinet Iéna. J'ai une vingtaine d'années d'expérience et ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille sur la performance environnementale. Donc, je porte cette offre chez Iéna de performance RSE et sustainability. Donc, je vais vous dire deux mots sur le cabinet Iéna. Pourquoi aujourd'hui on vous présente ça? Stéphanie nous rejoint. Je te laisse, Emma, accepter les invités. Donc, je vais vous projeter un ou deux slides, mais vraiment assez rapidement pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Hop là. Oui, attendez. Oui, c'est ici. Hop, voilà. Donc, vous devriez voir mon écran dans 2 secondes. Vous devriez le voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ok, très, très bien. Parfait. Donc, un mot sur notre offre et sur le cabinet. Ça fait 20 ans, près de 20 ans qu'on travaille dans la performance, au départ auprès de la fonction finance, RH, opération. Donc, on est vraiment des spécialistes de la performance. Et comme je le disais, on a la chance de travailler sur cette problématique environnementale depuis maintenant 8 ans. Donc, avec cette notion vraiment de constat, mais aussi de projection, de simulation. Donc, on a toujours une double expertise fonctionnelle, controlling, RSE, alliée à des compétences techniques pour mettre en place des plateformes. Nous, on n'intervient pas sur l'aide à la définition de trajectoire, votre stratégie carbone. Ça, c'est vraiment, donc on laisse ça aux cabinets de conseil qui vont vous accompagner, qui connaissent peut-être mieux le secteur que nous. Nous, derrière, on va outiller vos processus. Une fois que vous avez défini des trajectoires, des plans d'action, on va outiller, industrialiser la mise en exécution avec des outils très puissants. Mais donc, on travaille avec des outils IBM depuis 20 ans. Et c'est un outil IBM que je vais vous présenter, c'est Planning Native qui va apporter toute cette intelligence de simulation, de forecasting. Et pourquoi on a choisi cet outil? Parce que on le connaît très bien, on connaît sa capacité. Et en fait, au-delà des chiffres, là, je vous donne quelques chiffres, un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc plus de 80 consultants. Donc, enfin, encore une fois, une taille de spécialiste critique par rapport à notre taille. On sait adresser des gros projets, des grands comptes, mais on a bien sûr l'agilité et la capacité de faire du projet. Pourquoi on a travaillé sur cette problématique il y a 8 ans? Moi, je vais venir tout de suite. C'est qu'on a eu la chance d'avoir la confiance de deux clients qui nous ont demandé de bâtir une application de PNL environnemental.
Donc, avec le planning éthique, c'est Kering et Puma qui ont travaillé, qui étaient à la pointe là-dessus, donc qui ont voulu outiller ce calcul d'un PNL environnemental pour l'ensemble du groupe Kering. Donc là, on parle de Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Boucheron. Donc, c'est un groupe de près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec plusieurs maisons, plusieurs marques. Et là, l'idée, ça a été vraiment de calculer une empreinte non pas seulement carbone, mais environnementale, de l'ensemble des marques, mais à un niveau très fin, au niveau produit, en remontant même des données matières premières. Donc, on a dû s'appuyer sur une méthode d'analyse des cycles de vie pour pouvoir calculer après une empreinte carbone et environnementale d'une matière première. Donc, dans toutes ces phases, d'un produit, dans toutes ces phases de fabrication, et puis consolider au niveau marque, au niveau groupe. Et là, on était bien sûr pas seulement sur le carbone, on était en multicritères, on parlait de qualité de l'air, consommation de l'eau, pollution également, l'affectation des sols, la déforestation évidemment, tout ce qui est gestion des déchets et même une partie de biodiversité rattachée à la partie déforestation. Donc c'est ça qu'on a pu développer grâce à nos deux clients Puma et Kering il y a 8 ans. Et du coup, on a vraiment beaucoup appris à leur côté. Et juste une chose, le PNL environnemental, je pense que vous connaissez tous, mais c'est une approche qui est assez innovante, qui est très complexe. Mais quel intérêt vraiment de faire ça? Là, je voulais juste illustrer leur volonté, et je trouve que c'est très intéressant au-delà d'un bilan carbone. C'est de montrer que on ne prend pas seulement en compte les consommations de ressources naturelles, mais l'impact qu'on a vraiment sur les populations et l'environnement. Ici, je vous donne un exemple. Vous avez donc, on est chez Kering, hein, Gucci, par exemple, achète du cuir, fabrique du cuir, enfin, a besoin de cuir pour ses, euh, pour ses sacs à main, pour ses articles de luxe. Et donc là, vous avez un exemple, par exemple, d'une réflexion sur des tanneries. En tannerie A, vous avez une tannerie qui consomme 1000 mètres cubes d'eau par an, qui est en Suisse. En B, vous avez une tannerie qui consomme 500 mètres cubes d'eau par an, mais qui est en Inde. Donc là, de prime abord, on pourrait se dire, si on raisonne seulement ressources naturelles, on pourrait dire, bon, bah, il y en a une qui consomme le double, c'est sur cette tannerie en Suisse qu'il faut mettre l'effort. Quand on passe après à la moulette du PNL environnemental, et donc de l'impact vraiment sur l'environnement et les populations, bah, on n'a pas du tout la même lecture que si on va en haut. Bah, le traitement de l'eau, est-ce que l'eau est un sujet en Suisse? Évidemment non, puisque c'est un pays montagneux, il y a beaucoup d'eau. L'assainissement, le traitement de l'eau est très efficace. Donc consommer 1000 mètres cubes d'eau pour la population, pour l'environnement, ça n'a pas un impact énorme. Ça se discute, mais pas en revanche par rapport à une tannerie qui prélève 500 mètres cubes d'eau par an dans une région de l'Inde où il y a une tension, il y a un stress hydrique qui peut entraîner des épidémies et donc également de la famine. On n'a pas du tout le même regard. Donc tout de suite, on voit que ces 500 mètres cubes d'eau ont un impact environnemental beaucoup plus élevé que les 1000 mètres cubes de Suisse. Et donc, quand on passe à la moulinette du PNL environnemental, c'est-à-dire qu'on monétise l'impact environnemental en euros ou en dollars, on se rend compte que la tannerie suisse, eh ben, quand on mesure, on le monétise, coûte 50 dollars en IPNL, représente 50 dollars en PNL, valorisé en PNL environnemental, alors que le coût pour la tannerie indienne est de 180 dollars. Donc ça, c'est une bonne idée de l'illustration du raisonnement d'un PNL environnemental qui va bien au-delà du carbone et bien au-delà des consommations de ressources naturelles. Donc voilà, c'est sur ça qu'on a travaillé il y a 8 ans et qu'on a beaucoup appris. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pu proposer des solutions de performance qui vont au-delà du bilan carbone que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis à la fin, vous voyez, c'est un exemple, avec cet exercice-là, Kering a pu voir les gros foyers de pollution. Donc sans surprise, hein, ils font de la mode, ils achètent du cuir et du métal principalement, et ils font de l'élevage pour le cuir. Les gros foyers, hein, c'était les émissions GHG, donc vous voyez en bleu, l'affectation des sols, la déforestation liée à l'élevage, et puis vous avez la consommation d'eau. Et donc, vous voyez que cette année-là, au total, on avait 562 millions d'euros valorisés en PNL environnemental, c'est-à-dire c'est vraiment le coût environnemental mis en euros de l'ensemble du groupe. Et ça, c'était à ramener aux 15 milliards, 15, presque 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an du groupe. Donc, on avait un ratio de 2,5%
pouvez dire que voilà, le coût environnemental de l'activité du groupe représentait 2,5% du chiffre d'affaires. C'était une façon de se représenter l'impact parce que le board Kering, le top management, les investisseurs parlent en euros tous les jours, mais en tonnes CO2, en hectares, en mètres cubes d'eau, ils maîtrisent moins. Et donc, c'est une façon de mettre en perspective. C'est ça l'approche qui a été faite avec la solution Planétique que je vais vous présenter. Mais pour cette fois faire une prévision plus sur de la simulation de trajectoire carbone ou d'achat durable en faisant un focus sur le scope 3. 3.1. Voilà. Donc, je vais passer à la démo. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. C'est clair, merci. Hop. Parfait. Alors, on va aller là. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran Green Track? Oui. Très bien, parfait. Donc là, on va être dans un premier exercice de simulation de trajectoire carbone. Là, on va être plutôt macro pour l'instant. Donc ça, c'est des fonctionnalités que vous pouvez connaître. Là, on va illustrer la capacité de simulation pour montrer la facilité et la puissance de l'outil. Donc sur cet écran, on va être sur une projection en fait des efforts annuels de réduction d'émissions. Ici, vous voyez, vous avez donc une projection jusqu'à 2050 avec année par année des efforts de réduction qu'on peut mettre en place. Et à droite, vous avez la reprise des efforts en volume, en tonnes CO2, en millions de tonnes CO2, correspondantes année par année. Donc là, on voit qu'ici, en haut à gauche, on est sur une année de référence 2021. Donc on commence le travail du fait de simulation à partir de 2021. Donc en 2021, si vous regardez, on a deux exercices pour l'instant qui ont été initiés, entre guillemets. On a une base, la version base, c'est un premier exercice de travail où là, on part de 2021 et on va à 2030 avec ici, en 2030, on s'est fixé un objectif. Par exemple, ça ne s'affiche pas. C'est bizarre. Je vais regarder si c'est l'autre aussi. Alors, attendez, je vais peut-être juste faire une reconnexion parce que j'ai dû perdre la connexion. Comme ça, hop, je vais pouvoir réinitialiser. Hop. Hop. Voilà, ça devrait être bon. Je vais vous repartager. Hop. Voilà, vous devez à nouveau revoir mon écran. Oui. Parfait. Donc, ici, dans les trajectoires et dans les scénarios, donc année par année, on peut mettre des objectifs, des commentaires. Normalement, ils doivent s'afficher. Voilà. Donc là, à 2030, sur un premier exercice de simulation, on est à moins 45% de réduction versus 2021. C'est un premier scénario de travail. En parallèle, on peut mettre un BAU, c'est-à-dire un business as usual, c'est-à-dire si on ne met aucune action en place pour réduire les émissions, comment va se comporter l'ensemble de nos émissions. Donc là, par exemple, sur le BAU, finalement, on s'est dit on fait une réduction classiquement de 5% par an jusqu'à 2030, à partir de 2022. Donc et là, on est à 45% de réduction à 2030. Si on est sur du BAU, une hypothèse, hein, on va augmenter de 3% par an les émissions. Et donc finalement, on va atterrir à 2030, si on regarde, à plus de 27% d'émissions. Ça, c'est donc les deux trajectoires que vous voyez ici dans les courbes. Donc en bleu, la business as usual, donc qui ne fait qu'augmenter ou plafonner, et la base qui commence déjà à travailler sur des réductions.
Donc ça, c'est un premier exercice qui a été fait. On peut se dire, et là c'est l'exercice de simulation, on va être plus ambitieux que ça. Donc on va se créer un autre scénario, donc on crée ce qu'on appelle nous un bac à sable, on va l'appeler cible EU. Donc l'Union européenne, la cible EU, vous la connaissez, c'est moins 55% de réduction à 2030. Et là, vous voyez, donc il y a un scénario qui vient de se créer, cible EU. Du coup, à 2030, on va se mettre ici un commentaire, on va dire cible moins 55% à 2030. PS 2021. Voilà, on ajoute. Et donc, on récupère finalement ce qui a été commencé de travailler sur le scénario base, 5% de réduction, et on va vouloir aller chercher 10% de réduction en plus finalement, parce qu'on est à moins 45, on veut aller à 55. Donc on va dire qu'on va mettre l'emphase au début des plans d'action. On commence en 2022 et ça va avoir un effet en 2023. Et ben, on peut dire qu'en 2023, on ne va pas réduire de 5, mais plutôt de 10%. Et les gains, on va les obtenir aussi en 2024. Donc, ça veut dire qu'en 2024, on va réduire aussi de 10% plutôt que de 5. Et donc là, vous allez avoir un calcul qui s'opère automatiquement. Donc, en 2021, on reste normal, évidemment. Par contre, en 2030, si on va en 2030 sur la base, donc on était à 112 000. Vous voyez ici, en 2030, on est à 112 000 sur la base. Donc, la base, c'est en gris. Enfin, presque en noir, on va dire. Voilà. Donc ça va être ici, alors on le voit bien, base 2030. Voilà, 112 000. Et grâce aux efforts supplémentaires qu'on va faire là, plutôt sur la cible UE, en 2030, on va être à 101 000. Et donc, on voit que sur la base, donc là, EUE, la cible UE, qui est en gris clair, un peu plus clair, donc on va être à 101 000. Donc là, on a la capacité d'avoir une certaine souplesse année par année sur des efforts de réduction, parce qu'on sait que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des événements, des fusions, des acquisitions, des cessions. Donc là, on a vraiment la possibilité année par année de travailler sur des efforts et des compensations. Et tout de suite, on gère du volume, puisque ça consolide l'ensemble des efforts dans l'entreprise. Donc c'est de la simulation de trajectoire. Là, on est plutôt sur des émissions, on n'a pas encore des notions d'euros, mais ça donne une unité de capacité de simulation et puis de comparaison des trajectoires. Est-ce que c'est clair pour vous? S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Après, la suite, c'est bien sûr, l'idée, c'est de rentrer dans le détail sur les plans de décarbonation qui vont permettre d'atteindre votre trajectoire. C'est ça l'idée, donc on redescend au niveau plus fin. Là, ici, on a un travail sur justement la mise en place des plans de décarbonation pour obtenir les objectifs de réduction d'émissions. Donc, on met des plans d'action. Alors ici, sur cet écran-là, on va avoir plusieurs choses. Déjà, on va voir vos sites, vos locations, parce qu'en fait, un plan d'action n'a pas la même efficacité s'il est au Mexique, en Europe ou en Asie. Donc là, donc le plan d'action, on l'affecte à une région. Donc ici, on va travailler sur le Japon, le site Nakamiss. Et là, vous allez avoir des choix de plans, de plans d'action au niveau plutôt énergétique. Si on s'est fait un focus sur l'énergétique, vous avez donc du panneau solaire, des pompes à chaleur, bien sûr des contrats globaux avec des partenaires, des fournisseurs électriques, vous avez des véhicules électriques, donc un ensemble de possibilités infinies, on va dire. Donc vous avez votre portefeuille de plans d'action. Donc ici, si on choisit par exemple le panneau solaire, voilà. À gauche, en haut à gauche, vous avez sur le site de Japon, vous voyez déjà le poids finalement de chacun des plans d'action sur ce site-là. On voit ici très clairement que c'est le panneau solaire qui porte vraiment le plus gros de la contribution en réduction d'émissions. Derrière vient après tout ce qui est l'isolation des locaux et après l'éclairage LED. À droite, vous avez une synthèse de l'ensemble là du mix énergétique, enfin des émissions liées au mix énergétique du groupe. Donc on a 7700, presque 7800 tonnes de CO2 émises sur l'ensemble de votre mix énergétique. Donc ça, c'est juste un outil de consolidation et qui répartit les différents plans d'action dans votre mix et vous avez une reprise finalement des émissions liées à chacun. Voilà.
Donc ça, c'est un outil de consolidation, pas de saisie à ce niveau-là. La saisie, elle va être plus bas, où là, on va travailler, par exemple, sur justement l'affectation d'un plan d'action, le travail sur un plan d'action. Ici, donc on va travailler, par exemple, je vais agrandir pour que ça soit un peu plus visible. Hop, voilà, ça c'est mieux. On va travailler sur une année 2023, par exemple. Ici, il y a déjà de l'information qui est pré-remplie. On voit que aujourd'hui, j'ai sélectionné donc le site Nakamise et sur des panneaux solaires. On voit qu'on a des informations qui sont pré-remplies. En 2023, ici, on a déjà ça peut être précalculé, mais ça peut aussi être ajusté. On sait qu'on a un gain pour un panneau solaire au Japon de 100 tonnes de CO2 par an. C'est un gain qui a été précalculé, qui peut être ajusté encore une fois, mais on sait que c'est le gain qu'on peut attendre sur une année grâce à un panneau solaire installé. Derrière, on a une information qui est aussi peut être précalculée, c'est le coût. Généralement, on a constaté que c'était 30 000 euros, 30 000 dollars l'unité, donc pour un panneau solaire. Derrière, on va pouvoir maintenant travailler sur un investissement sur ce site-là, sur ces panneaux solaires. Par exemple, donc là, je vais faire une simulation, je crée un bac à sable. Par exemple, oui, test webinaire, je peux prendre celui-ci. Non, je vais en créer un autre. Test web. Hop. Et là, sur cette simulation-là, je vais dire, bon, je vais continuer d'investir sur le panneau solaire pour ce site-là. Donc là, par exemple, j'investis ici sur 10 unités. Et donc, automatiquement, ça va me calculer un gain en réduction de tonnes CO2, puisqu'on a 100 pour un panneau solaire, donc on a un gain attendu de 1000 tonnes à l'année si on investit sur 10 panneaux solaires. On a un investissement en CAPEX de 300 000 euros, puisque 30 000 à 30 000 à l'unité. On a la capacité de calculer un amortissement et aussi des frais de fonctionnement associés à cet investissement-là. Et derrière, on a un précalcul qui peut se faire sur ce type de panneau solaire. On sait que pour un dollar investi, on gagne 308 kilos de CO2. Donc là, on a une vision par plan d'action sur un site d'un investissement avec tout de suite le retour sur investissement en termes d'efficacité, c'est-à-dire de gains en tonnes CO2 à l'unité investie et le gain au kilo CO2 investi. Donc là, vous pouvez faire ce travail sur chacun des sites, chacun des programmes, et puis le projeter sur l'année. Et après, derrière, ça va se consolider au niveau du groupe avec un résultat. Vous aurez votre réel, si vous voulez, et vous aurez vos projections de gains qui pourront être mises en face. Donc là, vous avez travaillé plus finement au niveau plan d'action par site avec une notion euro, investissement et gain, tonne CO2 et retour sur investissement. En fait, efficacité. Donc ça, c'est première façon de travailler. Et évidemment, vous pouvez créer des nouveaux projets, un nouveau panneau solaire qui va être plus efficace, ça n'aura pas les mêmes ratios. Vous pouvez créer une nouvelle génération de panneaux solaires en créant des projets, évidemment. Donc là, vous allez avoir la main pour créer vos plans d'action également. Derrière, une fois que vous avez fait cet exercice-là, l'idée, c'est bien de mesurer l'efficacité des programmes. Vous avez ce qu'on appelle la MACC, je pense que vous connaissez à peu près tous. Je vais enlever juste un bac à sable pour que ça soit un peu plus clair pour vous sur le prochain écran. Voilà, ici. Ici, la MACC, en fait, c'est la courbe de coût moyen d'abattement. En fait, c'est une présentation des investissements qui sont... il ne veut pas me supprimer, c'est bizarre ça. Je vais essayer encore pour que ça soit un peu plus clair, que ça soit plus visible pour vous. Supprimer. Ouais, c'est bizarre ça. Je vais essayer de faire ça. Voilà, par exemple, ici.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc la MACC. Vous avez une présentation finalement de la contribution de tous vos programmes avec 3 dimensions. Vous allez avoir ici, par exemple, si on on revient sur les panneaux solaires. Vous avez donc en abscisse ici, vous avez l'investissement en euros. En ordonnée, vous avez le poids finalement des programmes, du programme par rapport à l'ensemble des programmes. Et enfin, vous avez une information sur le gain en tonnes CO2. Si reviens sur le panneau solaire, vous voyez qu'ici, on est à moins 2 millions, donc ça veut dire qu'on investit 2 millions d'euros. On a un gain de 20 millions de tonnes. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on regarde si par contre, en ordonnée, on regarde que le poids finalement de ce programme sur l'ensemble des programmes de l'entreprise, ben, il pèse pas lourd finalement. On est entre 15 et 21, ouais, ça fait 6%. Donc, on peut s'interroger sur peut-être la priorité au niveau du groupe plutôt que sur un site de ce programme-là. Si par exemple, vous regardez, vous allez sur ce programme-là, là, on est sur la négociation d'accords avec des fournisseurs d'électricité, où là, on va mutualiser, on va investir massivement et on va s'engager sur plusieurs années. Là, bah, vous voyez qu'on a un investissement de 700 000 euros, on a un gain de 77 millions de tonnes en réduction de CO2, et surtout, vous voyez que le poids de ce programme-là, il pèse entre 70 et 100, il pèse 30% de l'ensemble des programmes. Donc là, vous voyez que finalement, ce programme-là, au niveau du groupe, il faut raisonner après, hein, ça dépend à quel niveau on raisonne, mais au niveau groupe, on voit que ce genre d'initiative est beaucoup plus intéressante que les panneaux solaires. Parce que bien sûr aussi, hein, les contrats peuvent être négociés peut-être à l'international, si vous êtes un groupe international. Donc voilà, ça c'est encore une fois, là, c'est pas de la CDI, mais c'est une fois que vous avez travaillé sur vos trajectoires, plus finement sur vos plans d'action, vous pouvez mesurer l'efficacité tridimensionnelle grâce à cette MACC de vos actions. Voilà. Est-ce que... Excusez-moi, j'ai mis... Pardon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que je vais passer à une autre illustration. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Parce que je vais assez vite, hein. Oui, c'est clair. Très bien, parfait. Donc, une autre illustration de calcul de simulation. Alors, je vais... hop. Ah oui, je vais vous montrer aussi quelque chose bon, qui est peut-être intéressant aussi. Si on reste sur du macro, mais ça peut être intéressant de vous illustrer un peu les capacités de simulation. Par exemple, ici, vous avez là, on est sur l'ensemble d'une organisation et on reprend finalement les émissions globales de l'entreprise, donc en budget et puis en réalisé, par an. Et vous avez un découpage par scope. Là, vous voyez, vous avez par exemple, si on travaille sur l'année 2023, par exemple, ici, on voit qu'en 2023, donc on a 1 million 1100 millions de tonnes d'émissions CO2 sur l'ensemble du groupe. Le scope 1, il pèse pour 218, le scope 2 pour 164 et le scope 3 pour 716. Voilà. Donc là, et après, vous avez répartition des catégories. Donc là, vous avez réparti l'ensemble de vos émissions par scope. Donc c'est du classique, hein. Et après, vous pouvez cibler. Là, on est toute région. Évidemment, on peut cibler par région, par site. Donc on ne peut descendre au niveau plus fin. Là, l'idée, c'est de montrer comment on peut simuler grosse maille également au-delà de l'aspect trajectoire, mais plutôt par scope. Un exemple, on se dit en 2023, je vais être plus ambitieux que ça, je veux réduire de 10% mes émissions, mais je sais que l'effort, je vais devoir le porter plutôt sur le scope 3 et c'est là qu'il faut le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simuler un effort sur le scope 3. Donc le scope 1, les 218, finalement, je vais les bloquer, je vais ce qu'on appelle retenir.
Le scope 2, c'est pas là aussi que je vais aller chercher les efforts. Le scope 2, 164, je retiens. Et du coup, je vais appliquer ma réduction de 10%. Donc 10%, ça fait 110 000. On va dire on va être à 990. Et là, vous voyez que finalement, le scope, alors je peux le faire effectivement avec un bac à sable. Normalement, ce qui est bien, c'est que si je vous fais un test avec un bac à sable, test scope par exemple, si je mets 800 000 par exemple, voilà. C'est plus simple, vous voyez quand on prend un bac à sable, donc on se définit un scénario personnel, qu'on travaille personnellement, mais qui s'appuie sur la base, donc on travaille localement, et ben vous voyez tout de suite que mon effort, finalement, j'ai mis 800 000, donc c'est un plus gros effort, il a été réparti directement sur le scope 3, et le scope 1 et 2 n'ont pas bougé. Donc là, on voit que l'effort, il est réparti en fonction finalement, soit de la saisonnalité ou de la répartition qui avait été précédemment faite. Et là, on voit que, bah, bien sûr, là, on s'est fixé un budget très ambitieux. Or, à droite, on a le réel, on voit qu'on dépasse, donc on est dans le rouge tout de suite. Donc là, évidemment, c'est normal, parce que là, j'ai mis beaucoup d'efforts, et donc par rapport du réalisé qui aujourd'hui n'est pas forcément aligné. Donc là, c'est une capacité, encore une fois, de simuler grosse maille en faisant un focus. Alors là, j'ai simulé sur un scope 3, je peux simuler sur une catégorie du scope 3, on peut aller bien sûr beaucoup plus fin. C'est pour montrer un peu l'illustration de capacité de calcul de la solution au niveau grosse maille. Voilà. Après, ce que je voulais vous montrer, on était plus sur le scope 3 en particulier, et sur une problématique vraiment 3.1, donc c'est donc des produits ou des services achetés. Donc là, ici, vous êtes sur une entreprise qui achète, vous voyez, des sacs, des bouteilles, des cookies. On est sur un écran qui va permettre de projeter des achats tout oui, en convertissant. Donc là, on est sur des units, vous voyez, demand in units par année, mais ça convertit en euros. Donc on bascule comme en euros, et également en tonnes CO2. Donc là, on a vraiment un travail de projection, de simulation, qu'on commence par unit, on achète, hein, on doit acheter, on a un budget d'achat, et qui automatiquement convertit en euros, ça c'est assez simple, mais aussi en tonnes CO2. Et donc, après, vous avez une répartition finalement graphique, des graphiques au-dessus, donc qui s'adaptent en fonction de l'unité de mesure que vous choisissez. Donc quand vous partez sur de la simulation, par exemple, d'achat, là, ici, bah, l'outil est assez puissant pour commencer de faire des hypothèses. Donc par exemple, on va rester sur des demandes, on va travailler par exemple sur des bouteilles, donc on va se faire, encore une fois, une simulation. Donc on crée un bac à sable, on va créer test, test produit, test achat plutôt. Ça, voilà. Donc là, on voit qu'on a sur l'année 23 prévu d'acheter 228 000 unités réparties par sac, bouteille, cookies. Par exemple, si on se dit ça va pas suffire, on va travailler un peu plus finement. Aujourd'hui, je pense que 80 000, c'est pas suffisant pour les 2023. Je vais prendre plutôt un investissement, je vais acheter plutôt 90 000 unités. Et en revanche, la répartition finalement des achats, je veux la garder telle qu'elle est, mois par mois. Je veux garder cette répartition finalement. C'est une saisonnalité qu'on a constatée que je veux garder. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est donc finalement intégrer une répartition, ce qu'on appelle une proportionnelle relative, une répartition proportionnelle relative. Donc là, on est sur des bouteilles en 2023. Coupe 80 000, on va mettre 90 000 et on va appliquer. Et là, vous voyez que bah, finalement, il a appliqué donc, le nouveau volume souhaité, 90 000, en respectant la saisonnalité mois par mois. Et bien sûr, ça a changé le total, puisque ça a augmenté le total de l'ensemble des achats. Un exemple aussi, un acheteur qui dit que, par exemple, si vous achetez tous vos produits à un seul et même fournisseur,
et raisonner en acheteur, vous voulez avoir des effets volume sur les prix, vous dites bah, 238, ça ne me plaît pas, je vais plutôt partir sur 250 000 sur un chiffre rond. Par contre, mes 90 000, j'y touche pas. Donc, je retiens mes 90 000 parce que ça, j'ai validé, c'est le volume qu'il faut. Et je vais quand même aller chercher un prix pour 250 volumes des sacs et des cookies qui se sont adaptés pour avoir gardé 90 000 en bouteille et aller jusqu'à 250 000. Et là, tout le calcul, rétro-calcul, enfin rétro, la projection se fait au mois le mois. Donc là, vous êtes vraiment sur de la simulation en unité et à chaque fois, bah, tout se convertit en euros et en tonnes CO2, évidemment. Et après, vous pouvez le restituer, hein, bien sûr, graphiquement en dessous. Donc là, c'est un exercice de simulation de projection de vos achats. Premier exercice. Pour faire ça, pour commencer après de mesurer l'impact de vos achats, vous avez ici un écran qui n'est pas de simulation, on est plutôt sur un référentiel qui vous est proposé, donc ça peut être pré-rempli. Ici, vous allez avoir, par exemple, vous voyez, donc on est toujours en possibilité d'acheter des sacs, des bouteilles, des cookies en année. Et là, vous avez vos fournisseurs. Vous avez un fournisseur qui s'appelle Box, un Bal, un Hammer. À droite, vous avez, encore une fois, les coûts à l'unité, l'empreinte carbone, et après, on peut travailler sur du multicritère. Mais on va travailler ici sur les coûts à l'unité, par exemple. On regarde ici, on est sur des sacs. On voit que chez Box, en 2023, un sac, ça coûte 50 centimes. Le coût est repris ici, par exemple, 50 centimes, vous voyez ici, 50 centimes. Chez Bâle, il est à 3 fois plus cher. Il est à 1,06 €. Donc 1,06 € ici. Et chez Hammer, 90 centimes. Donc ça, c'est le coût à l'unité. En revanche, si on regarde l'empreinte carbone de ce produit, chez ce fournisseur-là, c'est bien différent. On voit que bah, chez Box, qui était donc à 50 centimes ici, au plus bas, en termes d'empreinte carbone, il est à 4,4 kg. Donc là, le Box, si vous allez sur Box, ici, vous êtes à 4,4 kg par produit. Donc on voit tout de suite que, par contre, Balager, qui avait donc un produit qui était plus cher, qui était à 1,06 €, il est à 90, 900 grammes. Donc c'est 4 fois moins, plus de 4 fois moins. Donc on voit que bah, qualitativement, Balager, il a dû travailler sur son sourcing, ses matières premières, son process de fabrication. Et donc son sac, il n'émet que 900 grammes versus 4,4 kg. Donc là, on a la mesure suite à un référentiel qu'on peut adapter en fonction des achats, parce que l'idée, c'est de travailler sur son engagement fournisseur. Mais en tout cas, pour un acheteur, il voit que il peut donc convertir, enfin oui, un prix en tonnes CO2 pour pouvoir faire converger, c'est ça l'idée hein, du prochain écran, un budget en euros avec un budget en tonnes CO2. Et donc l'exercice, c'est ça derrière à la fin. Donc si on va, je vais retourner juste pour que ça soit clair pour vous. On a prévu ici d'acheter 90 000 bouteilles en 2023. Donc ici, on va être sur l'exercice maintenant d'achat, où là, on va pouvoir simuler nos achats. Donc je vais par exemple le remettre à 0 ici, pour vous montrer. Hop. On va aller sur les bouteilles. Alors, ok. Donc, si je vais donc sur les bouteilles en 2000, on se met en 2023. Voilà. Sur mon scénario que j'ai créé, donc achat, test achat, je retrouve bien mes 90 000 bouteilles. Donc je sais que je dois acheter 90 000 bouteilles en 2023. Qu'est-ce que j'ai comme information ici? Il y a pas mal d'informations avant de travailler dans la simulation. Ici, donc, je dois acheter 90 000. Je vois qu'en stock, j'ai 0. Donc, je dois bien acheter 90 000 au total. Qu'est-ce que j'ai comme contrainte d'achat? J'ai un budget en euros. Donc ici, j'ai 287 000 € de budget. Donc de budget de dépenses. Et j'ai aussi une contrainte de 97 tonnes de CO2 pour ce produit-là en 2023. Donc tout l'exercice va être de pouvoir faire converger mon budget en euros et mon budget en tonnes CO2. Donc là, je peux travailler
maintenant que je sais que j'ai 90 000 à acheter d'unités, je peux commencer à travailler, par exemple, je dis, si j'achète 20 000 unités chez Balager, eh ben, on voit que là, 20 000 unités, ben, pour l'instant, il me reste encore du budget, 82 000 euros de budget. J'ai dépensé 82 000, il me reste 200 000 de budget. Et en tonnes CO2, donc il me reste 38 000. Enfin, j'ai consommé 38 tonnes de CO2. Et je continue mon achat. Si je mets, mettons, 30 000 unités, non, j'ai mis 300 000, c'est un peu beaucoup. 30 000 unités. Et là, je vois que déjà, si je passe à 50 000 unités dans cette répartition-là, eh ben, je vois déjà que je suis OK en termes de budget euro, parce que je n'ai pas dépassé mes 287 000. Donc, par contre, en budget tonne CO2, j'ai déjà dépassé. Dès donc, sur la première année. Donc là, je vois que je vais devoir faire un exercice de simulation pour pouvoir faire converger ces deux contraintes et budgétaires en euros par rapport à des volumes de produits achetés. Donc ça, c'est toute la capacité de simulation qu'on peut vous proposer avec cet écran-là. Mais on peut aller encore plus loin pour vous faire gagner du temps, hein. L'idée, c'est ça, c'est qu'on peut bâtir des modèles d'optimisation. On est ici, on en a. Donc là, vous avez compris le principe, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais le principe, c'est de vous aider. Du coup, on a créé des modèles d'optimisation, où là, par exemple, très classiquement, hein, on a créé 4 modèles, dont 2 principaux. Vous avez un modèle d'optimisation qui va être prioriser les coûts. En gros, dans votre simulation d'achat, vous priorisez les coûts à hauteur de 90%. C'est un modèle financier, on va dire. Et vous avez l'impact environnemental qui pèse que pour 10%. Donc là, vous avez une approche, on va dire, purement financière. Vous avez un deuxième modèle, là, qui est complètement inverse, où là, on favorise justement les gains en tonnes CO2 sur nos achats à hauteur de 90% et seulement à 10% pour les coûts. Là, on est vraiment un modèle très vertueux. Et on fait tourner le modèle par rapport à vos contraintes d'achat sur l'ensemble de vos groupes. Et derrière, la solution fait un calcul et qui vous dit, sur le modèle 1, sur l'ensemble de vos achats, sur toute l'organisation, eh ben, vous êtes à 841 000 euros, ou dollars, ce qui correspond à 600 tonnes, 608 tonnes CO2. Ça, c'est le modèle financier. Le modèle vertueux, on est à un coût plus élevé, c'est normal. On est à 957 000 euros. En revanche, en termes d'émissions, on est à 256. On est à moins de la moitié en termes d'émissions. Donc là, on peut se poser la question, en tout cas, ça vaudrait vraiment le coup de se dire que ce modèle-là, il est intéressant parce que pour un surcoût de quoi allez, 15-20%, vous avez un gain énorme en réduction de tonnes CO2. Donc là, c'est pareil. Une fois que vous avez votre simulation, vous pouvez consolider vos efforts par produit, par fournisseur, et ça vous donne une consolidation automatiquement et éventuellement même des recommandations en fonction des modèles que vous appliquez. Voilà. Et après, vous avez le poids de chacun des fournisseurs. Donc c'était un peu ce que je voulais illustrer en termes de simulation. Alors tout ce que je vous présente ici, en fait, n'est que proposition, hein. C'est des maquettes qu'on a fait pour des clients. Tout ça ci est paramétrable. C'est juste montrer la capacité de gérer différentes unités de mesure de l'euro, de la tonne CO2, des unités en temps réel sur de la grosse volumétrie et donc à faire converger. Donc voilà, ça c'est des moteurs de calcul qui peuvent se plugger à toutes vos solutions pour essayer d'exploiter au mieux cet aspect-là de calcul, de forecasting qui n'est pas toujours présent dans les plateformes aujourd'hui du marché. Et l'idée, c'est de pouvoir les compléter en s'alimentant de l'ensemble de tout le travail que vous avez fait dans ces plateformes-là, mais que finalement ça tombe dans Excel pour recalculer, c'est quand même dommage. Donc là, l'idée, c'est de le basculer sur un moteur de calcul qui soit très puissant et derrière, avec de la modularité. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer ce module-là en complément. Donc j'ai un peu dépassé, hein, oui, de 7 minutes, mais j'ai fait le tour de la démonstration. Donc je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions particulières.
Non, pas de questions. Est-ce que c'est clair? Vous avez... Ok. Après, je pourrais vous envoyer bien sûr quelques copies d'écran si vous le souhaitez. Bon, après, bien sûr, à votre disposition pour rentrer dans le détail, pour après réfléchir sur une problématique un peu plus personnelle, personnalisée, puisque là, encore une fois, on est sur des propositions. Ok. Euh, du coup, C'était bah, moi, clair, merci. ouais, j'en ai terminé. Très bien. Bah, je pense que de toute façon, la session est enregistrée, oui, j'en suis sûr. Donc, si ça intéresse quelqu'un, bah, vous pouvez le demander, on vous l'enverra également donc en replay. Bah, merci à tous et à bientôt.